Bonjour, ici Oncle Jacques. À force d'intervenir comme médiateur pour régler des conflits internes aux entreprises, j'ai découvert un certain mécanisme dans les conflits qui s'applique aussi bien à nos conflits quotidiens. Cet exposé comportera 4 chapitres d'inégale longueur. Qu'entend-on par conflit au quotidien? La vie en société est une négociation permanente avec nos présumés semblables qui ne sont pas si semblables que ça, et c'est là le problème. Nous essayerons de dresser une typologie des conflits les plus courants avec notre environnement, et enfin, nous terminerons par quelques recettes des médiateurs professionnels. Chapitre 1, mes petits conflits à moi. Avec une première question, comment adopter la bonne posture selon que je suis impliqué, concerné, intéressé ou simple spectateur. Mettons-nous d'abord d'accord sur ce que l'on entend par conflit. Le Larousse parle bien sûr de guerre entre les États, mais j'aime bien la définition qui suit. Je vous la lis avant de la commenter. Expression d'exigences internes inconciliables, telles que désirs et représentations opposées, et plus spécifiquement de forces pulsionnelles antagonistes. Bigre. Un conflit est une expression. Il n'y aurait donc conflit que si quelqu'un s'exprime. C'est supposer qu'il n'y a conflit qu'à partir du moment où l'une des parties s'exprime. Bon, certes, tant que je ne râle pas, il n'y a pas vraiment conflit, mais il y a bien malaise. Ai-je intérêt à m'exprimer, ou vaut-il mieux m'écraser? On en reparlera plus loin, mais c'est une première vraie question. Expression d'exigences internes. Il y a conflit si quelqu'un exige. J'en déduis tout de suite que pour éviter les conflits, il convient d'éviter les gens exigeants, et donc les dominants. Mais ceci n'est pas un scoop. Les suiveurs ont moins d'exigences que les leaders, et les conflits entre peuples sont souvent des conflits entre leaders. Conflits pour le pouvoir. Ce type de conflit existe entre chefs d'État, mais aussi dans tout groupe, entreprise, association ou club de foot. D'après le Larousse, il y a conflit si les exigences sont inconciliables. Évidemment, si dans une même pièce, l'un exige que l'on monte le chauffage et qu'un autre exige qu'on le baisse, il va y avoir conflit. Mais dans la vie courante, je parlerai plutôt d'exigences difficilement conciliables. Pire qu'inconciliables, les exigences peuvent être matériellement incompatibles. L'avantage dans ce cas-là, c'est que le conflit est facile à voir venir. Expressions telles que désir et représentations opposées. Voilà encore une information. Celui qui ne désire rien ne provoque pas de conflit. Fuyons donc ceux qui veulent tout. Il faut de l'ambition dans la vie. Mais si vous entendez parler de quelqu'un à l'ambition dévorante, gardez vos distances. Les représentations opposées sont une grande source de conflit entre tous ceux qui prennent leur point de vue pour la réalité. Nous parlerons plus loin de la manière de négocier avec ceux-là. J'ai tendance à les appeler des imbéciles heureux, mais comme ça nous arrive à tous d'avoir un avis sans avoir fait le tour de la question, je suis bien obligé d'être tolérant. Toutefois, si je veux éviter de mon côté les conflits liés à cette courte vue, je peux éviter d'affirmer pour certitude ce qui n'est que ma vision partielle et pas très objective de la réalité. J'en termine avec le Larousse, et plus spécifiquement de forces pulsionnelles antagonistes. Évidemment, quand des forces pulsionnelles antagonistes se libèrent, le conflit devient incontrôlé, et sous l'effet de la colère, il peut se produire à peu près n'importe quoi. D'où l'intérêt d'intervenir en amont en ouvrant des négociations, pour éviter ça. Le conflit est-il le propre de l'homme? La Bible a pris soin de nous prévenir que dès l'origine, l'homme a pris plaisir à massacrer son frère. On ne sait pas très bien d'ailleurs pourquoi Caïn a tué Abel, mais nous voilà prévenus. Si l'on compare l'homme à d'autres espèces, l'homme n'est pas le plus bagarreur, mais on trouve de tout. Conseil d'anciens, fréquentez plutôt ceux qui tiennent du bonobo que ceux qui descendent du chimpanzé. Évitez aussi les grands fauves prédateurs, et fréquentez plutôt les ruminants que les carnassiers. En tout premier lieu, il convient de distinguer les conflits individuels et les collectifs, sachant que les premiers dégénèrent facilement quand chacune des deux parties recherche des alliés. Un conflit individuel peut diviser profondément un groupe ou une famille. En 1914, la seule vraie différence entre le paysan français et l'allemand tenait au fait que le premier préférait le steak frit de vin rouge et le second la choucroute à la bière. Cette petite divergence a fait quand même des millions de morts. À plus petite échelle, heureusement, il en va de même dans nos conflits quotidiens pour le pouvoir. Les fauves manipulent les moutons, qu'ils arrivent à faire se détester et se battre entre eux. Diviser pour régner reste une recette du management qui est toujours très appliquée. À ce propos, il convient de rappeler la règle des cercles concentriques. Il convient toujours de faire la différence entre les personnes impliquées et celles qui ne sont que concernées.
À l'épicentre du séisme, il y a ceux dont la vie va être changée par les décisions prises à l'issue du conflit. Dans le cas d'un divorce, par exemple, ce sont uniquement les époux et leurs enfants. La belle-mère, l'ami d'enfance, le ou la collègue de bureau ne sont que plus ou moins concernés. Leur point de vue n'est pas prioritaire. Au-delà de ces deux cercles, des personnes peuvent s'intéresser à un conflit qui les concerne peu, et de simples spectateurs apportent souvent leur grain de sel. Le médiateur doit faire preuve d'autorité pour les éloigner. Il convient ensuite de distinguer les conflits avec ou sans objet. Le désaccord porte-t-il sur un point précis, et dans ce cas il peut prendre des formes différentes selon les personnalités, ou s'agit-il d'un conflit de personnes susceptibles de s'affronter sous n'importe quel prétexte? Le prétexte, c'est l'élément qui permet de déclencher un conflit quand il y a préalablement rivalité. Les conflits tels que celui représenté sur cette diapo sont largement aussi nombreux que ceux qui ont un vrai motif, au moins dans la vie de tous les jours. Un médiateur se pose toujours la question de savoir s'il vaut mieux se contenter de trouver une solution au prétexte, ce qui calmera le jeu pour quelque temps, ou s'il faut rechercher la cause de la cause. Bien entendu, les conflits d'intérêts existent aussi. Il n'empêche que la négociation prendra des formes différentes en fonction des personnalités. À propos du même différend, certains vont se tirer dans les pattes et d'autres se taper sur la figure. Un conflit se caractérise encore par son degré d'évolution, caché, larvé, ouvert, intense, violent et parfois même irréversible si le médiateur arrive trop tard. La décision d'intervenir dépend aussi bien sûr de l'impact du conflit sur les spectateurs. Un conflit limité à peu de gens peut être sans effet sur les proches comme il peut être désastreux. Dans la famille, par exemple, un conflit à niveau égal a plus d'effets négatifs s'il concerne les parents que deux enfants de 5 ans. Et dans l'entreprise, un conflit entre deux grands chefs fait en général plus de dégâts qu'entre deux OS. Toujours à propos des conflits, il est classique de se poser quelques questions. Peut-on prévoir les conflits? Peut-on les éviter? Doit-on en avoir peur? Sont-ils nécessaires? Quand et comment faut-il intervenir? Comment en tirer parti? Etc. Peut-on prévoir les conflits? La réponse est oui, si l'on sait identifier les situations conflictiogènes. Mais ce mot n'existe pas dans la langue française, ce qui confirme que l'anticipation des conflits n'est pas dans nos gènes. Et pourtant, éviter les situations conflictiogènes est fondamental pour vivre en paix. Certaines situations bien connues et faciles à identifier portent en elles tous les germes d'un conflit. La vie ressemble un peu à la conduite automobile avec ses carrefours dangereux, et on peut donc soit les éviter, soit les aborder avec précaution. Un carambolage à petite vitesse froisse de la tôle, alors qu'à grande vitesse il peut être mortel. Il en va de même sur la manière d'aborder une situation dangereuse. Peut-on les éviter? Souvent, mais à condition bien sûr de les avoir vus arriver. Sont-ils nécessaires? Non, mais il vaut souvent mieux un conflit ouvert qu'un conflit larvé. Savoir crever l'abcès quand ça s'infecte sous la croûte est une nécessité que connaissent bien les infirmiers. Les plaies de l'âme sont comme celles du corps. Pour que ça cicatrise, il ne faut pas gratter constamment. Mais si ça s'infecte, il faut nettoyer la plaie à l'alcool, même si ça refait mal. Doit-on en avoir peur? Peur, non. On observe ce que l'on appelle des familles de taiseux, chez lesquelles des secrets de famille créent de graves dégâts de génération en génération. Tout se gère, mais pas sans la parole. Je crois beaucoup aux vertus de la parole, dans le respect bien sûr des règles de confidentialité. Entre tout raconter et ne rien dire, il y a de la marge. Quand et comment faut-il intervenir? La question des postures à adopter et du savoir-faire fait l'objet à elle seule du chapitre 4. Enfin, comment en tirer parti? Bon, retenez l'idée que tout conflit bien traité est facteur de progrès. On dit que l'humanité progresse de crise en crise. De mon point de vue, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité constatée. Fin de ce premier chapitre. Chapitre suivant, les subtilités de la négociation. Et je termine par une page de publicité. Les conférences en live, c'est quand même mieux que par Internet.